Nous sommes avec Marc Lavergne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, équipe Monde Arabe et Méditerranéen. Et nous sommes en direct avec James Reynolds. Bonsoir à vous, vous êtes directeur adjoint de la Croix-Rouge Afrique. Marc Lavergne, 2 ans après le début de ce conflit, est-ce qu'on peut parler d'un tournant avec ce qui se passe au Darfour ? Oui, sans doute. La prise de la capitale par l'armée régulière a marqué un tournant psychologique et aussi effectif, puisque la capitale redevient capitale en quelque sorte, même si l'armée reste basée à Port-Soudan, parce que la capitale a été détruite, il faut bien le dire, et les habitants se sont enfuis dans toutes les directions. Donc aujourd'hui, l'armée reprend le dessus, ce qui était un petit peu attendu, si vous voulez, parce que les forces de soutien rapide n'ont pas la logistique de l'armée, elles n'ont pas les mêmes moyens de s'organiser, elles ont gagné sur la vitesse, elles ont envahi tout le pays, et puis elles se sont essoufflées au bout d'un temps. Et puis la population, il faut le dire, a mal supporté cette arrivée de ces forces de soutien rapide, qui sont, il ne faut pas l'oublier, non pas des rebelles, mais les supplétifs de l'armée. Ce sont 2 corps d'armée qui s'affrontent, un corps qui est plus ou moins régulier, mais qui a quand même fait le travail que l'armée ne voulait pas faire dans les provinces de l'Est, en particulier de l'Ouest, pour éradiquer les rebelles qui se trouvaient sur place. Donc il y a une 3e force, si on peut dire, qui sont des rebelles, qui sont encore dans les montagnes. Et puis il y a la population soudanaise qui, elle, n'est pas partie à ce conflit et qui supporte toutes les conséquences de ça après une transition démocratique qui avait été engagée au printemps 2019 et qui a été abandonnée par la communauté internationale, finalement. Et le Darfour qui avait déjà été le théâtre d'un conflit sanglant dans les années 2000, est-ce que l'on assiste à un bis repetita ? C'est pas exactement la même chose. Moi-même, j'étais le chef de la mission des enquêteurs des Nations Unies pour le Darfour à l'époque, 2003-2005. Donc il y a déjà eu des massacres terribles. Il y a eu la création de tous ces camps de réfugiés dont on parle aujourd'hui, qui sont peuplés de centaines de milliers de personnes qui ne sont pas retournées chez eux depuis l'accord de paix qu'il y a eu in fine. Donc on est dans une situation au Darfour de déstabilisation totale. Et il faut bien dire que ces jeunes qui s'embauchent dans ces forces de soutien rapide sont souvent les enfants des gens qui ont été déplacés, ce sont des enfants du Darfour qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de culture, et soit ils traversent la Méditerranée pour venir chez nous, soit ils s'embauchent dans des forces armées comme ça, irrégulières, pour essayer de gagner de quoi survivre. James Reynolds, sur le plan humanitaire, quelle est la situation aujourd'hui dans l'ouest du Soudan, notamment au Darfour ? Bon, cette situation dans le pays entier reste extrêmement préoccupante. J'ai assisté à la conférence il y a exactement 1 année à Paris et on ne peut pas vraiment dire que beaucoup de choses se sont améliorées pour la population soudanaise depuis. Je pense qu'on voit une insécurité alimentaire un peu partout, mais avec des poches extrêmement difficiles, notamment déjà avant ces attaques de ce week-end dans le camp de Zamzam. On a vu de nouveau des déplacés redéplacés. On a vu des acteurs humanitaires comme Relief International qui ont perdu au moins 9 collègues tués lors de cette attaque. On ne sait pas exactement les circonstances. Et non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour être positive. Alors, pour le sort de la population. Justement, sur les 13 millions de déplacés, 5 millions de civils soudanais ont quitté le pays. Plus d'1,3 million ont trouvé refuge au Tchad, notamment à Assoura, où se situe Adré, le principal point d'entrée. Comment vivent ces réfugiés ? Quel est leur quotidien ? Reportage Nadia Ben Mahfoud. Narmat se précipite sur le robinet pour remplir son bidon. Elle n'avait pas bu d'eau depuis 2 jours. Cette mère de 4 enfants vient de fouler le sol tchadien. Elle a fait le voyage depuis Niala, la capitale du sud du Darfour. Vraiment, la guerre nous a épuisés, même si maintenant ça s'est un peu calmé. Donc on a pu avoir accès aux voitures pour nous déplacer. Là-bas, il n'y a plus à manger et on n'a personne pour nous aider. Donc on s'est dit qu'il était temps de partir. Il n'y avait pas de nourriture. On n'avait rien à manger pendant 2 ou 3 jours. On n'avait pas d'autre choix que d'aller chercher les restes et des choses immangeables pour nourrir nos enfants. En 2 ans, Adré, cette petite ville de 40 000 habitants, a dû accueillir plus de 230 000 réfugiés, principalement des Massalites, une ethnie non arabe du Darfour, cible des rebelles soudanais des forces de soutien rapide dirigées par le général Hemeti.
Rada est massalite. Elle vient tout juste d'arriver, elle aussi a dû fuir Niala. Parfois, ils viennent tirer et tuer la population. Parfois, il y a des avions des FSR et parfois ce sont ceux des autorités soudanaises. Quand ça bombarde, ils ne font pas la différence entre la population et l'ennemi. Tous les jours, des milliers de charrettes font des allers-retours entre les deux villes frontalières, Adré côté tchadien et Adikong côté soudanais. Mahmoud, un Tchadien de 56 ans, fait partie des charretiers qui font la traversée quotidiennement. Il a amené les deux femmes sur sa charrette et des réfugiés, il en a vu passer des milliers. Une fois au Soudan, les autorités présentes nous compliquent le passage. Quand tu arrives aux frontières, tu dois payer. Si tu ne payes pas, tu n'entres pas. Souvent, on nous accuse de transporter les gens de manière irrégulière, mais ce n'est pas vrai. On ne fait que les aider à traverser. Et puis, il y a des femmes qui viennent à pied, elles n'ont pas de quoi boire. Il n'y a plus d'eau du côté soudanais. Donc, quand je les récupère, elles sont assoiffées. La situation est dramatique. Ces derniers mois, les organismes chargés de l'accueil des réfugiés disent avoir constaté une relative accalmie des arrivées. Désormais, les combats se concentrent à El Fasher et les humanitaires craignent une vague d'arrivées venant cette fois de l'est du Darfour. James Reynolds, y a-t-il un risque de saturation des capacités d'accueil côté tchadien ? Non, c'est très difficile pour les Tchadiens. La population d'une petite ville comme Adré, où j'étais il y a 6 semaines, a, je sais pas, quintuplé avec l'arrivée des réfugiés depuis été 2023. C'était déjà pas une région riche, avec des problèmes d'accès à l'eau, la production de nourriture. Je pense que les autorités tchadiennes ainsi que la population locale ont été extrêmement accueillantes, mais il faut espérer qu'on trouve une solution pour que la population pourra un jour rentrer chez eux. Et avez-vous des accès sûrs et réguliers aux zones les plus touchées, ou êtes-vous confronté à des entraves ? Au Tchad, pas vraiment. Je pense que la situation au Soudan reste compliquée. J'ai fait référence à cette tragédie des collègues tués ce week-end à Zamzam. Nous, voilà, le CICR et le Croissant Rouge soudanais, on a perdu 28 personnes depuis le début du conflit. C'est un environnement compliqué. Il y a des deux grands acteurs, les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises. Mais après, c'est une situation très compliquée avec différents acteurs, beaucoup de petites armes à feu partout. Donc, c'est compliqué d'agir. Certaines femmes ont accusé les paramilitaires du FSR de violences sexuelles. Avez-vous eu des témoignages dans ce sens ? Je pense que c'est une problématique qu'on a vue depuis 2 ans. Énormément de femmes violées, attaquées. On l'a vu, on fait des entretiens avec des personnes au Tchad, en Soudan du Sud, en Soudan même. Et quels que soient les violeurs, c'est un problème très répandu. Et c'est encore une tragédie de ce conflit. Marc Lavergne, comment expliquer l'incapacité persistante de la communauté internationale à faire pression efficacement sur les belligérants ? Il y a plusieurs raisons, hein. Peut-être qu'une raison très pratique, c'est que la communauté internationale s'est envolée du jour au lendemain de Khartoum. Toutes les ambassades ont fermé, tout le monde est parti au moment où les forces de soutien rapide ont menacé la ville. Donc on n'a plus d'observateurs sur place, on n'a plus de moyens de comprendre ce qui se passe, et c'est quelque chose d'ahurissant, je dirais, ce vol de moineaux, comme ça, des gens qui partent au moment où la situation justement exige une présence. Alors ça, c'est une raison. Une autre est que ça n'est pas un conflit qu'on comprend facilement, parce
parce que c'est un conflit qui a des racines locales. C'est la désertification du Sahel, le problème entre les nomades et les sédentaires. Ce dont on parlait à l'instant à propos des Massalites, ce sont les nomades qui ont formé le gros des troupes des forces de soutien rapide parce qu'ils perdent dans le désert les chameaux et leurs moyens de survie. Donc il faut maintenant soit prendre le bateau, traverser la Méditerranée pour venir en Europe, soit essayer de prendre le pouvoir au Soudan. Et le pouvoir, c'est l'armée qui l'occupe depuis l'indépendance en 1956, en réalité en 1958. L'armée n'a rien fait pour le pays. L'armée est une armée prédatrice, et comme c'est le cas souvent dans les régimes militaires de la région. Donc il n'y a rien à gagner de ce côté-là. Alors il y a eu cette organisation qui s'est formée au Darfour, parce qu'il y a des mines d'or au Darfour, ou plus exactement des gisements aurifères, avec des gens qui viennent de toute l'Afrique pour chercher de l'or. Et du coup, les forces de soutien rapide contrôlent, protègent et en même temps se servent et vendent cet or à Dubaï. Et ça fait rentrer de l'argent pour ces gens qui sont les fils des déplacés de 2003, 2005 ou même d'avant. Moi, la première fois que j'étais au Darfour, c'était en 1985, déjà pour une ONG et dans une situation de famine. Donc plus personne ne cultive. En même temps, il y a de moins en moins de pluie, il n'y a plus de semences, il n'y a plus d'engrais, il n'y a plus de moyens. Donc les gens sont confrontés à la famine. Et alors, quand on parle d'aide humanitaire qui arrive, effectivement, on peut, avec le CICR, etc., apporter de l'aide à la frontière, mais on ne passe pas à la frontière. Ou alors l'aide nourrit aussi bien les forces de soutien rapide que l'armée gouvernementale. Au vu de la situation, la fragmentation du Soudan est-elle une possibilité, un scénario possible ? Écoutez, moi, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que j'ai assisté à la séparation du Nord et du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan s'appelle toujours le Soudan du Sud. Donc, ils ont gardé le nom. Il y a une entité qui s'appelle le Soudan. Jamais aucun des dirigeants, et je les connais tous, des rebelles ou du côté du gouvernement, n'ont revendiqué même pas une fédération, même pas aucune sécession pour le Darfour. Ils demandent simplement l'égalité de traitement des gens de ces régions périphériques du Soudan avec ceux de la vallée du Nil qui tiennent le pouvoir depuis l'indépendance. Merci Marc Laverne. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Merci aussi à vous, James Reynolds, directeur adjoint de la Croix-Rouge Afrique. Et retrouvez un dossier complet sur cette guerre civile au Soudan sur notre site internet tv5monde.com ou en scannant ce QR code que vous voyez à l'écran avec votre téléphone portable.